Nous, aujourd'hui, on est proche de ces camps parce qu'on a un système de propagande. Et ce système de propagande, ce que décrit Chomsky ou Ellul, c'est que c'est une spécialité des démocraties. Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Réchauffement climatique, chômage de masse, inégalité, tensions identitaires. Conscients de l'impasse dans laquelle nous entraîne le modèle actuel, de nombreux experts, intellectuels, militants avancent des propositions radicales pour le refonder. Chaque semaine, je vais donc à leur rencontre afin de comprendre si, ensemble, leurs intuitions ne pourraient pas former un même projet, à la fois cohérent et désirable, susceptible de convaincre un jour une majorité de Français. Aujourd'hui, je rencontre Denis Dupré pour parler politique et finance. Après avoir travaillé pendant 15 ans dans le secteur bancaire, Denis enseigne la finance et le développement durable à l'université de Grenoble. Denis est ce qu'on peut appeler un citoyen engagé. Depuis plus de 20 ans, il multiplie les initiatives associatives pour lutter contre l'évasion fiscale et de manière générale, remettre la finance au service du bien commun. Or, face à l'inaction de nos gouvernants, il estime dans ses deux derniers ouvrages, Camp planétaire et Effondrement, qu'il est temps de passer de la protestation à la révolution. Dans cet épisode, nous échangeons à propos de la démocratie et des ruptures radicales mais raisonnables qu'il faudrait mener dans un domaine qu'il connaît bien, la finance. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à suivre Atterrissage sur YouTube ou votre plateforme de podcast préférée. Merci à tous et bonne écoute. Bonjour Denis. Bonjour Damien. Alors merci beaucoup d'être là d'abord, et dans ton avant-dernier livre qui s'appelle Camp planétaire, tu utilises la métaphore du camp comme les camps de prisonniers ou les camps de concentration pour décrire la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et j'avais envie de te poser comme première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi à l'heure actuelle, eh bien, la vie que nous menons ressemble à celle des camps? Alors en fait, si on lit les livres un petit peu des gens qui ont vécu les camps, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un organigramme des camps qui est de dire, quelque part, tout va vers un objectif, c'est de remonter les richesses vers les chefs des camps. Et donc on peut croire qu'il peut y avoir toutes les idéologies qu'on veut derrière, mais il y a toujours un but qui est de remonter les richesses aussi, et de produire. Donc dans les camps, il y avait toujours le côté camp de travail. Il faut produire, on va produire. Et donc remonter de la richesse. Et donc dans les camps de concentration, ça va d'une étape à l'autre. C'est-à-dire tout en haut, il y a ceux qui veulent remonter les richesses. Et puis tout en bas, il y a ceux qui sont appelés les hommes en voie de désintégration. Alors aujourd'hui, dans notre vie aujourd'hui, tu demandais en quoi on est dans les camps. On n'a pas cet extrême des hommes en voie de désintégration. A priori, on n'a pas cet extrême. Maintenant, si on regarde, qu'est-ce qu'il y a entre ces chefs de camp tout de là-haut et puis tout en bas, ces hommes en voie de désintégration, c'est des expériences comme celle de Zimbardo. Donc Zimbardo, c'est un prof de sociologie aux États-Unis, à Stanford, je crois, qui dans les années 70 avait fait des expériences. Alors il avait pris ses étudiants qui étaient plutôt des gauchistes, plutôt qui étaient contre la guerre du Vietnam, etc. Et puis il les a mis en situation d'être soit les responsables d'un équivalent de camp, d'un endroit où on enferme des gens, donc d'être soit d'un côté, soit de l'autre de la barrière. Et il a dû interrompre son expérience parce que les gens se sont pris tellement au jeu que sur les 50 qui étaient les gardiens de prison des autres, il commençait à y avoir des sévices et vraiment ça mettait même en jeu la vie des gens, réellement. Et du coup, il en a déduit que finalement, il y a trois types de gens. Il va y avoir les sadiques. Alors les sadiques, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et puis il y a les zélés. C'est ceux qui font très bien ce qu'on leur dit. Donc eux, il y en a beaucoup. Et il y a les dociles. Donc la troisième catégorie. Alors ça, c'est tous les intermédiaires que je n'ai pas décrits dans la première étape de chef des camps. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on est dans un camp? C'est que aussi, on fonctionne par des indicateurs
Et donc ça, c'est typique aussi des camps. On met des indicateurs partout, pour orienter la production et la remontée de richesse. Et aussi, on a tout ce qui concerne la propagande. Et là, effectivement, nous, aujourd'hui, on est proche de ces camps parce qu'on a un système de propagande. Et ce système de propagande, ce que décrit Chomsky ou Ellul dans leur livre sur la propagande, parce qu'ils ont étudié la propagande, c'est que c'est une spécialité des démocraties. On s'attendrait à ce que c'est une spécialité de Goebbels, de la dictature, mais c'est une spécialité des démocraties, la propagande. Et donc, quelque part, comme on ne peut pas suivre l'opinion publique, parce qu'on ne va pas suivre l'opinion qui bouge tout le temps, etc., il faut que l'opinion suive dans une démocratie. Donc, il faut l'intoxiquer pour l'amener à suivre les décisions qui ont été prises. Et ça, c'est l'affaire de la propagande. Alors, la question aussi qui fait qu'on n'est pas dans un camp aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui, les hommes en voie de désintégration. C'est ce que j'ai dit au début, sauf qu'un SDF aujourd'hui, son espérance de vie à la rue, c'est 10 ans. Et donc la question n'est pas dans les camps aujourd'hui, oui, mais qu'est-ce qui va se passer quand on a Yves Cochet qui nous raconte, et il n'a peut-être pas tort, c'est que la richesse produite va être divisée par 10 d'ici 10-20 ans. Et donc dans ce cas-là, on va droit vers un système de camps cette fois-ci. Voilà. Et donc par rapport à, comme dans un camp, la seule issue possible pour, on va dire, changer la situation radicalement, c'est la révolution. Dans un camp, la révolution, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de violent, il va y avoir des affrontements. Et est-ce que le fait que justement, alors, comme on est en démocratie, est-ce qu'il ne nous reste pas encore cet outil pour faire une révolution qui ne soit pas forcément dans la destruction des gardiens, quoi. Une révolution qui soit dans... il faut bien sûr les faire démissionner, ces gardiens-là, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen sans leur couper la tête, de changer le système, de changer les règles du camp et détruire le camp? D'accord. Alors ça, déjà la première étape, c'est de dire que on est en démocratie aujourd'hui. Ça peut être mis un peu en doute. Il y a Castoriadis, lui, défendait qu'on était dans une oligarchie libérale. Ça veut dire qu'on est dirigé par quelques puissants, point, oligarchie. Et libéral, c'est parce que, du coup, on prône les libertés. Alors, les libertés, c'est les libertés individuelles, liberté de mœurs, tout ce qu'on veut, mais pas la liberté de décider. Pas celle de la démocratie ou la liberté où on déciderait tous ensemble. Alors après, effectivement, est-ce que ça va être la révolution que je préconise? Est-ce que c'est la violence? Pas forcément. Parce qu'il y a eu la révolution, si on pense au mur de Berlin, il s'est effondré. Si on pense à l'Union soviétique, elle s'est effondrée. Et elle s'est effondrée sans une violence extrême. Et à partir d'un moment où il y avait suffisamment de gens, les dirigeants ont eu peur et s'enfuient. Donc il y a une question de nombre et de faire masse. Donc la question de la violence, elle n'est pas forcément dans la révolution. L'autre point que je voulais souligner sur la violence, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une violence très forte dans l'effondrement en cours? Donc c'est même pas l'effondrement qui vient, c'est l'effondrement en cours. Donc à partir du moment où les puissants ou ceux qui leur font remonter les richesses, ils vont vouloir conserver la même part qu'avant et que la quantité de richesse va diminuer, forcément il y a des violences extrêmes qui auront lieu. Donc c'est pas un pendant avec la révolution qui serait violente et la prise de pouvoir qui serait violente ou pas. Je pense qu'on peut pas tout à fait voir ça comme ça. Alors, pourquoi, à mon avis, la révolution passera pas par la démocratie? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas avoir une révolution qui passe tranquillement par la démocratie? Je vois trois choses qui risquent de limiter ça. C'est les oligarques aujourd'hui, si on prend le terme de Castoriadis, les peu nombreux qui dirigent, ils veulent pas céder leurs avantages. Ils n'ont aucune raison de le faire. Et nous, on n'aurait pas envie de le faire non plus à leur place.
Donc ça, c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Si on était à leur place, on n'aurait pas envie de céder nos avantages. Deuxièmement, c'est que les pouvoirs sont en train de prévoir de mater les revendications ou les tentatives de révolution. Et donc là, c'est à la fois maté par la force, hein, c'est-à-dire que le pouvoir, il prévoit qu'il y aura des émeutes, il prévoit de les réprimer, etc. Et aussi par la propagande. Donc là, c'est le deuxième point. Et troisième point qui fait que la révolution aura du mal à passer par la démocratie, c'est qu'il faudrait que les citoyens aient une conscience de la rapidité de l'effondrement. Et cette rapidité de l'effondrement qui est devant nous et qui va être très très rapide, les citoyens ils ne peuvent pas l'anticiper parce que nos cerveaux ils sont pas aptes à anticiper quelque chose comme ça, hein, qui est quelque chose de tellement terrible. Je veux dire, on ne peut pas l'imaginer et on ne veut pas l'imaginer. Et donc, toi, tu penses pas que par les processus électoraux, si d'un côté, il y a, donc l'effondrement va potentiellement être très rapide, mais comme il y a déjà des difficultés, est-ce que, comment dire, des représentants politiques qui ne sont pas a priori actuellement présents sur la scène politique, puisqu'on n'entend pas ce genre de choses, est-ce qu'ils ne pourraient pas justement s'appuyer sur cette frustration populaire pour, disons, dégager des horizons politiques positifs, quoi? Oui, le fait qu'il va y avoir des propositions d'horizons positifs, je pense que ça va arriver. Alors, on ne peut pas prévoir ni quand, ni où, ni comment, mais des propositions positives, justement, pour entraîner la population, peut arriver, parce que la clé de l'homme, c'est le mimétisme. Et du coup, il suffit qu'on soit entraîné vers un mimétisme positif, des choses inimaginables vont avoir lieu, comme en 1943, on ne pensait pas en France qu'on allait être libéré un an plus tard, etc. Donc des forces positives peuvent effectivement arriver. Hein. Ça, il n'y a pas de doute, mais on ne peut pas les prévoir, on ne peut pas les anticiper. Ces forces. Et toi, comment tu considères ce qu'on appelle dans les pays occidentaux la montée du populisme? Est-ce que c'est pas justement un signe qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver sur le champ politique, qui monte année après année, élections, enjeux électoraux après enjeux électoraux? Il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, est-ce que d'après toi, cette montée du populisme, tu le vois comme quelque chose de positif ou quelque chose de fondamentalement négatif? Alors, je vois comme si je devais prédire l'avenir, mais je suis incapable de le prévoir. Je dis d'abord que c'est un signe. Donc, c'est un signe que les peuples veulent leur souveraineté. Et ça, c'est ce que dit Emmanuel Todd, par exemple. Hein. Il dit, ça veut dire quoi être souverain? Ça veut dire être maître chez soi. Être maître chez soi, c'est la monnaie, le budget, voter ses lois, faire la guerre. Donc ça, c'est les points clés. Les peuples veulent être maîtres chez eux. Alors, le côté positif, c'est qu'en même temps, ils veulent lutter contre les peuples contre la mise en concurrence. Alors, par exemple, je donne un exemple, le patronat allemand, quand il a soutenu qu'il était pour les migrants, mais qu'il était pour les migrants avec un salaire minimum pour les migrants à 175 € par mois, on voit bien que si le peuple allemand il dit niet, c'est qu'il est contre la concurrence. L'organisation de la concurrence à un niveau mondial de cette façon-là. Donc ça, c'est le côté positif. Côté négatif, c'est que vers quoi peut arriver le populisme? Chomsky, il a dit il y a 1 an ou 2, quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'il a dit la possibilité même d'une vie digne pour tous est remise en cause. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de dire demain, avec les conditions actuelles, de possibilités de la terre, hein, qui peut fournir la nourriture, etc., on ne peut plus garantir qu'on aura une possibilité de vie digne pour tous les habitants de la Terre. Et ça, c'est grave, parce que du coup, ça veut dire derrière ça que ça va engager une fermeture des frontières. Et quelque part, une fermeture massive des frontières. D'ici peu, le monde, ça va être une somme de camps nationaux. Quand je dis que notre avenir, c'est un avenir de camps, mais c'est un avenir de camps nationaux qui risque d'arriver. Et donc ça, c'est le côté négatif de cet aspect populiste, c'est ce côté camps nationaux qui vont être fabriqués.
Et alors, une question clé pour réussir une révolution, pour moi, alors c'est ce que j'ai appelé un triptyque. Un triptyque, il faudrait arriver d'être capable de faire un triptyque qui soit construire ensemble, lutter et se construire. Or, la plupart des temps, on fait que 2 des 3. Par exemple, il y a ceux qui veulent construire ensemble et se construire, mais ils ne veulent pas lutter. Et donc, par exemple, le mouvement des colibris, il a un petit peu ce côté-là. Et c'est un petit peu ce côté, bah voilà, on va faire des trucs super. Ils oublient de lutter. Bah, s'ils oublient de lutter, ça va être ravagé. Et puis, vous avez ceux qui veulent lutter, tu auras ceux qui voudront lutter et se construire, par exemple. Ou lutter et construire ensemble. Mais s'ils oublient un des termes du triptyque, ils vont tomber, soit devenir des idéologues terroristes, soit même devenir fous. Celui qui veut se construire et lutter, et qui veut pas construire ensemble, il va devenir fou, parce qu'il est en train de gueuler tout le temps. D'un autre côté, il essaye de se construire, mais il fait rien collectivement. Donc il regarde pas les germes autour de lui qui peut me faire vivre. Et là, dans ce cas-là, le monde devient horrible, il devient fou. Donc quelque part, ce triptyque, on en oublie souvent un des pieds, et moi-même, j'en avais oublié. Par exemple, le pied me construire, je l'avais oublié une partie du temps, et c'est quelque chose de terrible. Et quand on oublie le pied se construire, on aboutit à quel genre de phénotype? On est quel genre de personnalité quand on est trop dans le... On est un zadiste? Quand on oublie se construire, on est quoi Le zadiste, c'est plutôt celui qui ferait construire ensemble et lutter. Voilà, c'est ça. Voilà. Il oublie... Construire ensemble et lutter, c'est le zadiste, et je dirais lui plutôt... Le danger, c'est qu'il devienne un peu idéologue et un peu terroriste, c'est-à-dire qu'il devient un peu, un peu sûr de lui, etc. Tandis que celui qui se construirait en plus lui-même, il est forcément moins sûr de lui, il est plus ouvert. Mais si par exemple il est dans se construire personnellement et lutter, et qu'il oublie de construire ensemble, il devient fou. C'est impossible de passer son temps à regarder la réalité du monde et à lutter, et puis en même temps essayer de se construire soi sans rien faire de positif avec les autres localement. Et sinon on devient fou. Et je pense que voilà, j'éteins là, Je crois que tu as un truc sur Skype. Un truc en route, voilà. Parfait. Voilà. Et est-ce que d'après toi, le phénomène de... Bon, voilà, il faut dire le mot, le phénomène de frontière et le phénomène de resserrement des frontières, est-ce que c'est forcément aboutir vers un camp national? De passer d'un camp international avec plein de frontières très très fermées, assez invisibles, à plein de camps nationaux. Est-ce que forcément, le fait de revenir à des frontières nationales, c'est faire le lit du nationalisme? Non, pour moi, c'est de toute façon, on s'en sortira pas sans vouloir être maître chez soi, au niveau national. Et la question de fond, elle est, qu'est-ce qu'on veut construire au niveau national et quelle solidarité on veut construire en interne et en externe vis-à-vis des autres pays. Ça veut dire, du coup, ça a plein d'implications. Ça veut dire en interne, une solidarité forte. On peut vouloir des mondes différents. Soit on veut un monde nationaliste fermé, soit on veut un monde où on est maître chez soi, on fait nos règles, mais on décide que nos règles, c'est la solidarité en interne et la solidarité en externe, dans la mesure du possible et dans la mesure, justement, de se fixer, voilà, quelle serait la juste part de consommation pour chacun, quelque chose qui soit cohérent avec une justice mondiale. Et est-ce que justement, pour justement ce qu'on veut mettre derrière le être maître chez soi, est-ce que tu trouves qu'on a les idées claires? Ou est-ce que en fait, là, on a un modèle qui est profondément injuste, mais en attendant, le camp, il tourne, quoi. Le camp, il tourne. Enfin, on va dire, le système fonctionne, on arrive encore à faire tout un tas de choses avec. Il a une cohérence qui est indubitable, et on n'arrive pas à faire émerger un contre-modèle, et après, si on n'arrive pas à le faire émerger, moi je trouve non plus que c'est à peu près normal qu'on n'arrive pas à convaincre les gens qu'il en existe un. Là, tu poses la question du contre-modèle au néolibéralisme.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait le remplacer? Tout à fait. Est-ce qu'on peut le remplacer? Ça, cette question, j'ai une réponse, mais la réponse, c'est fabriquer un monde dont personne ne veut aujourd'hui. Si tu veux, pour moi, la réponse à ça, un autre modèle, ce serait une société démocratique. Mais alors du coup, c'est au niveau national, parce que je ne crois pas à une société démocratique à un niveau mondial, point. En tout cas, vu les forces en présence géopolitique, la Chine, la Russie, tout ce qu'on veut, c'est une utopie qui aura jamais lieu. Enfin, ou si elle a lieu, tant mieux, mais j'y crois pas. Et du coup, une société démocratique qui déciderait deux choses, qui déciderait ce qu'on a dit tout à l'heure, la juste part pour chacun, c'est-à-dire forcément la juste part pour chacun, pour que ce soit juste réparti en 9 milliards d'habitants, c'est une décroissance terrible et accélérée pour chacun. Une décroissance terrible et accélérée. Et pour faire ça, il faut une transparence et un contrôle total. Et une transparence et un contrôle total de quoi? Alors si on réfléchit, des richesses, il faut qu'on sache où sont les richesses, à qui elles appartiennent, il faut qu'on sache les stocks et les flux, il faut qu'on sache où ils sont et comment ils s'échangent. Alors les flux physiques ou les flux de monnaie. Hein. Et ça, effectivement, pour moi, c'est le seul contre-modèle au modèle qui existe, qu'on appelle ce qu'on veut ou qu'on appelle ce qu'on voudra, mais qui se ressemblent un peu tous. Hein. Et du coup, ce modèle-là, il est tellement radical que finalement, si on le propose tel que je le propose, personne n'en veut. Voilà. Donc, c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné. Et est-ce que à ce moment-là, comment dire, si on a, moi, je suis un petit peu parti du fait que d'un côté, il y a des frustrations. Et de l'autre, il y a un contre-modèle. Et du coup, la recette magique, c'est comment associer les deux, quoi. C'est comment faire que des gens qui ressentent des frustrations à l'heure actuelle, le modèle qui peut être proposé, il est aligné avec leurs intérêts et montrer ça. Et donc, je ne sais pas si toi, tu as déjà réfléchi à ça ou moi, c'est par exemple, la première fois que j'ai un petit peu pensé à ça, c'était avec, je ne sais pas si tu connais l'auteur Christophe Guilluy, qui a écrit La France périphérique. Non. Bon, il parle de cette France qui, on va dire, subit les conséquences néfastes de la mondialisation, tandis que l'autre France, celle des métropoles, profite de la mondialisation. Et donc là, je me suis aperçu à ce moment-là qu'il y avait une énorme dichotomie et qu'en fait, cette dichotomie-là, elle était totalement alignée en plus avec les problèmes écologiques. Les problèmes sociaux, les problèmes écologiques, les problèmes culturels. En gros, c'est tout le temps les mêmes qui les ont. C'est tout le temps les mêmes qui en profitent. Donc d'une certaine façon, et après, c'est ce que j'ai vu dans le populisme. Donc c'est ce que je me dis, il y a quelque chose à faire. C'est un petit peu pour ça que j'ai aussi démarré ce podcast. Mais par contre, donc moi, et un peu pourquoi j'ai démarré ce podcast, c'est parce que mon autre frustration, c'est devant les propositions qu'il y a. Il y a plein de petites propositions qui sont, mais qui relèvent du domaine de l'utopie. Moi, c'est ce que je trouve. Je ne dis pas que par exemple la démocratie directe et le tirage au sort c'est forcément quelque chose de mal. Je me dis que c'est quand même quelque chose de très éloigné de ce qu'on a à l'heure actuelle. Le fait d'avoir des monnaies très locales complémentaires, c'est quelque chose de aussi très éloigné. Pareil pour une troisième proposition de certains milieux de gauche, c'est le salaire à vie. Donc c'est un peu une forme de retour du communisme mais sous une autre forme. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi une place pour des propositions qui soient moins utopistes, beaucoup plus, on va dire, raisonnables, mais qui restent très radicales parce qu'elles sont pas dans le modèle. Il y a un moment où elles se séparent radicalement du modèle, mais elles ne demandent pas de tout remettre en cause, quoi. Oui. Je suis assez d'accord avec toi sur les utopies qu'on nous propose et qui nous éloignent du problème. Parce que comme tu dis, moi j'ai étudié les monnaies locales,
Si on regarde la monnaie locale qui marche le mieux en France, c'est le sol violette, et on échange quelques centaines de milliers d'euros par an de marchandises. Alors que si on regarde une monnaie complètement cinglée de farfelu, le Bitcoin, elle vaut quelques centaines de milliards de dollars en quelque temps. Donc quelque part, on dit c'est beau, une utopie, mais ça bouge quoi? Pareil pour l'histoire d'un salaire pour tous. On a déjà du mal de plus en plus à gagner un peu sa vie, à arriver à survivre. Et on nous raconterait que tout le monde donnera à tout le monde un salaire pour tous. Alors pour cette question de salaire pour tous, moi je suis d'accord pour quelque chose, c'est le travail pour tous. C'est la question du l'après-guerre, le Conseil de la Résistance, il avait dit tout le monde aura un travail. Donc on contribue selon ses possibilités et puis on reçoit selon ses besoins. Ça c'est quelque chose qui tient la route, qui est quelque chose de sain. Mais si on ne contribue pas, le problème de la production et de la consommation, c'est un problème qui n'est pas que de Marx, qui est toujours la vérité. Un peuple qui produit rien, il consomme rien en termes. Il n'a le droit à rien, c'est ce qui nous arrive en France et en Europe. On nous dit, écoutez, vous êtes surendettés, vous produisez rien, vous consommerez rien à terme. Donc quelque part, ces histoires de croire au Père Noël, moi je regarde un peu d'où ça vient. Pour moi, ça vient du fait qu'on ne veut pas accepter le camp qui vient. Et pourquoi? Il a fallu 20 ans pour que les anciens des camps nazis parlent et commencent à être écoutés. Personne ne voulait les écouter. Primo Levi, il a fallu attendre 1960 pour qu'il puisse publier et vendre à 300 exemplaires son livre. Donc quelque part, le camp mondial qui vient sera pire qu'Auschwitz. Il sera imposé par les hommes et par la nature, par l'effondrement de la nature, alors qu'avant c'était que les hommes. Il suffisait de renverser les hommes et puis on arrêtait ça. Mais là, ce ne sera pas le cas. Et du coup, affronter cet apocalypse, ça rend fou. Et comme ça rend fou, il y a certains qui préfèrent croire au Père Noël. Alors le Père Noël, il y en a plein. Il y a le développement durable des entreprises. Moi, je travaille dans le monde de l'entreprise. Voilà, on nous raconte le développement durable des entreprises. Alors maintenant, on se rend compte que le développement durable, il n'est plus possible. Denis Meadows, qui avait écrit Halte à la croissance, il y a 4 ans, il a dit « c'est plus possible ». Donc, en fait, ce qu'on peut penser, c'est une transition vers un autre monde, une transition raisonnable et équilibrée pour tout le monde. C'est ça que l'on peut penser, mais pas du développement durable. Les techniques de bien-être personnel, c'est pareil. On nous propose des utopies de bien-être, de machin dans les entreprises, où on veut. Et puis la démocratie participative, c'est pareil, c'est un ersatz la plupart des cas. On nous rajoute un peu de consultation de citoyens qu'on n'informe même pas et qu'on informe par la propagande, et puis on dit avec la démocratie participative, on va arriver à quelque chose. Donc quelque part, tout ça, c'est un peu, il faut lutter aussi contre, parce que finalement, c'est des faux ersatz pour refuser de voir qu'il y a un énorme gros problème et qu'il faut agir collectivement. Et il faut agir collectivement, on revient un peu à ce que j'ai dit avant. Et radicalement, c'est quand même, la radicalité, c'est quand même la décroissance équilibrée pour tous. Et rapide en fonction de ce qu'on anticipe qui va arriver. Voilà. Et dans cette décroissance équilibrée, je pense qu'il y a plein de volets. Alors, je vais essayer de contacter des tas d'intervenants dans des tas de domaines, dans l'énergie, dans l'économie, dans la finance. Toi, tu as une expertise dans la banque, tu as travaillé dans la finance. Si par exemple, on se projetait et on avait les clés de la maison France, ce serait quoi les 2-3 changements radicaux qu'il faut absolument faire dans le domaine financier pour, on va dire, amorcer cette décroissance équilibrée? Et d'après toi? Alors, là, tu me laisses 2-3 mesures. Alors, je vais en prendre 3 parce on a du boulot quand même, collectivement, pour se mettre d'accord. Moi, je dirais, il y a 3 points, c'est éradiquer l'évasion fiscale. Alors, c'est parce que j'ai un peu lutté là-dessus, j'ai un peu travaillé dessus. Je dirais contrôler la création monétaire, comment on fabrique l'argent, pourquoi faire et qui contrôle. Et puis interdire les produits spéculatifs. Donc, je dirais, pour la finance, ce serait ça. Et par exemple, que les citoyens décident de la répartition des richesses,
c'est pas impossible parce que jusque dans les années 70 aux États-Unis, le taux d'imposition maximal des plus riches, il était à 92%. Ils n'étaient pas communistes, tout se passait bien, c'était l'expansion, c'était la plus belle époque pour l'Américain moyen. Et du coup, la question de répartir, ça ne doit pas être un problème. Et aujourd'hui, pour le point 2, la création monétaire, sans contrôle, les banques privées, elles financent 90%, elles font 90% de la création monétaire. Et moi, je sais à peu près ce qu'elles font. Mais je veux dire, elles font rien qui nous prépare à la transition énergétique, par exemple. Et enfin, les paris, il faut quand même que tout le monde sache que on parie sur tout. Maintenant, on parie savoir s'il fera beau demain en Afrique, on parie si l'or va monter ou baisser, on parie si le bitcoin va aller bien ou mal. Et là, les montants des paris, c'est 700 000 milliards de dollars. Donc c'est encore plus qu'avant la crise de 2008. Alors effectivement, le jour où il faut déboucler ces paris, c'est forcément le bazar mondial, c'est forcément une crise mondiale. Donc sans ces 3 points, à mon avis, en finance, on n'arrivera à pas grand-chose. Et alors, avant de se projeter dans « Ok, on les actionne », juste, j'avais envie de faire un petit pas en arrière et discuter avec toi de, en fait, pourquoi on a basculé dans ces trucs qui ont l'air absolument toxiques. Ça a l'air du domaine de l'évidence de se dire, tiens, il faut interdire la spéculation. Tiens, la création monétaire, pourquoi c'est les banques privées qui ont ça ? Et tiens, l'évasion fiscale, normal, il faudrait l'éviter. Donc, pourquoi on a rendu ça possible ? Par quel phénomène ça a été rendu possible et accepté socialement ? Et accepté par les élites aussi. Alors, si on regarde, moi je comprends que ça a été accepté, et puis je comprends que ça ne veut pas être abandonné du tout, parce que ceux qui y gagnent, c'est 1, les banques, 2, les joueurs, 3, les riches. Donc sur ces 3 domaines, si on prend l'évasion fiscale, etc., je veux dire, c'est évident, sur l'évasion fiscale, c'est évident que c'est les riches qui y gagnent. Sur les produits spéculatifs, c'est les parieurs et les banques. Et donc, à chaque fois qu'ils gagnent de l'argent, c'est les banques, les joueurs et les riches. Et c'est pas étonnant qu'avec ça, il y ait concentration de richesse vers eux. C'est la conséquence. Et pourquoi ils l'arrêteraient ? Je vois pas pourquoi ils l'arrêteraient. Mais c'est pas forcément eux qui décident de l'arrêter ou pas. Eux, ils veulent pas l'arrêter, ça c'est clair et net. Mais c'est plutôt, on va dire, le monde politique qui a les manettes pour orienter ça, freiner ça, alléger ça. Et alors, en fait, dans l'argumentaire des riches, l'argumentaire des financiers, ils vont pas dire on s'en met plein les poches, laissez-nous continuer à nous en mettre plein les poches. Ils ont d'autres arguments, à mon avis, pour que les politiques entrent dans leur jeu. Oui, par exemple, je prends un seul exemple. Pour la spéculation, il ne faut pas l'appeler spéculation. Dans le monde de la finance, dans le monde où je vis, ça s'appelle couverture. Et donc, effectivement, un produit financier, on va dire, ça vous couvre contre les risques. Qui est-ce qui voudrait interdire des produits qui couvrent contre les risques ? Personne. Mais il se trouve que le même produit, il permet à la fois de couvrir contre les risques ou si on n'a pas le risque de spéculer. Et alors après, c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec 10 fois plus de produits pour spéculer que pour se couvrir. Si on prend le marché du pétrole, il y a 10 fois plus de produits pour parier sur le pétrole que pour couvrir une année de production de pétrole. Donc c'est que massivement, les gens, ils se couvrent pas contre les variations de prix, ils spéculent. Donc c'est les joueurs. Et alors pourquoi il n'y a pas de réglementation ? Si vous faites une réglementation nationale, qu'est-ce qui se passe ? Les gens vont jouer ailleurs, dans les casinos ailleurs. Et donc il y a des casinos ailleurs, dans tous les pays du monde. Il y en a qui ne sont pas déclarés, ça s'appelle la banque de l'ombre, il y a les shadow banking. Donc quelque part, c'est les casinos clandestins, quelque part, tout est organisé et c'est comme interdire les casinos. On n'a jamais pu faire ça dans le monde. Donc c'est très très difficile. D'autant plus que, qu'est-ce qu'ils voudraient les interdire ? C'est effectivement, il y a quelques citoyens qui veulent les interdire, surtout quand il y a une énorme crise. Et puis après, ils oublient très vite. Il y a eu la crise de 2008 et puis 1 an après, tout le monde avait oublié, grosso modo. Donc effectivement, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que ça...
Et donc, on est face à une sorte de problème du prisonnier, c'est-à-dire si on est vertueux, le copain d'à côté, il l'est pas, hop, tout... enfin, il faut qu'on soit tous vertueux, tous ensemble pour arriver à s'en sortir. Mais comme ça n'a aucune chance d'arriver. On est dans un dilemme. Et du coup, souvent, c'est parce qu'on a un défaut d'imagination à se dire, OK, peut-être que je peux prendre l'initiative unilatéralement et arriver à rattraper et à entraîner les autres par ailleurs et avoir un peu des mesures où je vais essayer de border les trucs. Par exemple, si on décidait de réguler les produits de couverture financière, comment on pourrait arriver à ne pas être, ne pas avoir, à avoir les bénéfices sans avoir trop d'inconvénients, quoi. Enfin, sans que tout s'échappe, quoi. Si par exemple, localement, on se disait, bon, ben tiens, on prend l'initiative de faire quelque chose. Je crois qu'il ne faut pas isoler la finance du monde qu'on veut avec. C'est-à-dire, quelque part, avec le jeu, quand on regarde Las Vegas, autour du jeu se développe tout un monde qui n'est pas le jeu lui-même, mais qui a un monde de criminalité, de mal-vivre, tout un monde qui se développe avec. Maintenant, rien ne nous empêche de faire des règles en disant « nous, on ne veut pas ça ». Nous, on ne veut pas ça, on ne veut pas des profits qui vont avec, mais on ne veut pas ça. On veut notre monde collectivement. On a bien dit qu'on s'organisait nationalement. Eh bien, on dit nationalement, nous, on veut pas de cet argent-là. On préfère vivre plus égalitairement, avec moins, mais se passer de ça, se passer des revenus de cette partie-là. Parce que les revenus de la partie de cette finance, ils sont très importants. Donc, soit on dit, ben voilà, on veut bien blanchir l'argent de la cocaïne, et puis du coup, on aura un peu des revenus de l'argent de la cocaïne, ou on dit, à la fois, on ne veut pas de la cocaïne pour nos enfants, et on ne veut pas de l'argent du blanchiment de la cocaïne. Il faut bâtir un système complètement cohérent de ce qu'on veut et qu'on ne veut pas. On ne peut pas tout avoir. Donc en fait, la principale barrière, elle est personnelle, quoi. Elle est mentale, quoi. C'est nous. Si à partir du moment où on accepte de lâcher, on va dire les revenus de la spéculation, eh ben, on peut mettre fin à la spéculation, quoi. Il suffit juste d'assumer d'avoir moins de revenus, quoi. C'est juste ça, en fait. Bien sûr, du jour au lendemain, on peut changer tout du jour au lendemain. Alors, je peux écrire les règles et les lois qu'il faut mettre en place pour que ça se passe. Mais du coup, il faut accepter, il faut se dire, on veut reprendre le pouvoir. Première étape, donc ça, il faut le vouloir, reprendre le pouvoir. Deuxième étape, il faut dire qu'à ce moment-là, il faudra réorienter la production et la consommation. Parce que si on ne joue pas ce jeu mondial, ben, il faut produire autrement, il faut produire peut-être moins, il faut produire différemment, il faut consommer différemment. Et moins. Et puis après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut du coup gérer notre solidarité, en interne et en externe, dans un monde beaucoup plus égalitaire. Donc quelque part, voilà les implications. Et la question, est-ce que ce monde-là, on le veut ou on le veut pas? Et tout à l'heure, tu parlais d'un truc, c'était si jamais on débouclait les paris, si jamais on abandonnait si on débouclait les paris, si on abandonnait les paris qu'on a à l'heure actuelle, ça pourrait créer un effondrement financier mondial. Est-ce que, parce que en gros tout est interdépendant, tout est interconnecté, donc là aussi c'est un verrou, la transition. En plus le verrou mental personnel d'assumer assumer d'avoir moins de revenus, mais c'est pas parce qu'on a moins de revenus qu'on vit mal. Il y a le deuxième verrou, c'est le système est verrouillé, quoi. Techniquement parlant, il est verrouillé, que si on bouge une oreille, tout d'un coup, il y a boom, effet boomerang, tout d'un coup, il y a plein de conséquences négatives à assumer. Du coup, ça pose, à mon avis, la question de le faire progressivement et pas de le faire brutalement d'un seul coup. Et du coup, c'est un peu ça, quand par exemple, on dit, tiens, il faudrait... arrêter tout le spéculatif, est-ce que c'est un changement qui serait brutal ou c'est un changement qui est progressif? Je me pose la question. Est-ce que ça permet de... Parce que si après on a genre la moitié du CAC 40 qui fait faillite, on est mal, quoi.
Il faut, il faut organiser le. Alors, je vais te donner un exemple. Tu peux prendre une mesure radicale, mais différée dans le temps, qui fait qu'elle n'est pas radicale. Donc, par exemple, tu peux dire quelque chose de très radical. Tu peux dire les paris. Imaginons que moi, j'ai parié avec toi. Si jamais le cours de l'or augmente le mois prochain, tu me donnes 100 000 dollars. Bon. Ça, c'est des paris, il en existe en pagaille. On a dit, il y en a pour 700 000 milliards de dollars. Bon. Ce pari-là, le jour où il faut que tu me payes, si toi, tu n'as pas l'argent et que tu ne me payes pas, c'est ce que tu disais, tu vas pas me payer, moi du coup je suis embêté, je fais faillite, alors je vais faire en cascade mon boulanger à qui je devais de l'argent, je peux pas le payer, etc. Donc on voit bien que ça pose un gros problème. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ces paris, ils existent parce que si toi tu me payes pas, ou si moi je te paye pas, hein, on peut aller en justice. Et puis moi, toi, tu vas réclamer l'argent du pari. Si tu fais une loi en disant dans 2 ans, la justice ne pourra plus être saisie de ces problèmes de pari entre particuliers, entre agents. Tu fais une loi, pas demain, parce qu'il y en a 700 000 milliards, tu dis dans 2 ans ou dans 1 an, il n'y aura plus la justice qui interviendra pour gérer ces paris quand il y aura des différends. Mais évidemment, les paris ne se feront plus. Les paris ils vont s'effondrer. Moi, je ne vais pas parier avec toi si je ne peux pas saisir la justice quand tu me paieras pas. Et du coup, le marché va se dégonfler très très vite. Donc, quelque part, il y a des mesures très radicales qui peuvent être pensées, qui peuvent être calibrées pour que tout ne disparaisse pas d'un coup et que tout ne s'effondre pas d'un coup, mais que les acteurs soient informés de ce qui va se passer dans un futur proche et du coup, ils changent leur comportement. C'est la même chose pour la taxe pour le CO2, la même chose pour tout. C'est-à-dire qu'il faut donner des incitations en disant attention, très vite, ça va être différent. Et appliquer les règles différentes. Et ça, c'est pour. Je commence à avoir un petit peu plus clair. Toi mais c'est un peu quand même on-off le truc de dans 2 ans, la justice intervient pas. Mais il y aurait peut-être moyen de faire, comme ce que tu dis, la taxe carbone avec un montant qui augmente année après année. Est-ce qu'il y a moyen de dégonfler les paris année après année? Oui, il y a moyen de faire toutes les lois qu'on veut. Par exemple, moi, dans un de mes livres, là, je décris les lois sur les céréales et sur les paris, sur les prix à terme des céréales. Alors là, c'est à la fois une couverture, parce que celui qui produit du blé, il est bien content si quand il le plante, il sait à quel prix il va le vendre. Donc lui, il a besoin de vendre à terme, mais ceux qui n'ont pas de blé ni achèteront jamais de blé, ils n'ont pas besoin. Donc quelque part, si tu regardes l'historique de la réglementation américaine, elle a évolué constamment. Et il y a des périodes où on a très fortement limité les contrats en disant uniquement les gens qui ont des risques et qui ont des risques de perte peuvent se couvrir, etc. Et on fixe des limites et il n'y a pas plus de temps de contrat. Puis après, il y a Greenspan qui est passé, le président de la Fed américaine, qui a dit « Ah non, non, on ouvre tout ». Puis du coup, ça explose. Donc quelque part, la régulation, elle peut faire exactement ce qu'on veut, puisque c'est les lois qu'on devrait fabriquer nous-mêmes. Donc on peut très bien limiter en étant très très précis dans quel cas c'est dangereux, dans quel cas c'est pas dangereux, et combien il en faut, combien il en faut pas, parce qu'effectivement, les réglementations de tout ou rien, elles sont souvent très mauvaises. Donc ça, tout est gérable dans la finesse. Après, il faut savoir qui fait la loi, qui fait ces lois-là. Si évidemment c'est les banquiers, c'est ceux qui ont des intérêts à que ça se passe comme ça, c'est mal parti. Mais si c'est fait par les citoyens collectivement, mais des citoyens qui seraient avertis, c'est-à-dire qui comprendraient comment ça marche, à qui les experts leur auraient expliqué comment ça marche, c'est Castoriadis, les experts doivent être au service des citoyens, point à la ligne. Donc ils expliquent, on comprend comment ça marche, et puis après on dit, ben voilà, il faudrait que ça marche comme ça, on vote les lois et on les fait appliquer. Ça, c'est très possible. C'est quelque chose de très possible. C'est ce que fait un peu Finance Watch, qui fait le contre-lobby en disant bah oui, vous les banquiers, vous voulez telle réglementation, mais nous, on pense qu'il faudrait faire telle ou telle réglementation. Et dans le domaine de l'évasion fiscale, ce serait quoi une mesure progressive pour rapatrier les avoirs en France, et surtout que ce soit transparent, quoi, que ce soit pas caché à l'administration?
Est-ce que ça a à voir d'abord ça avec les problématiques de décroissance? Parce que j'avais un peu regardé et je m'étais dit, il y a des tas de sujets qui ont à voir avec la croissance et la décroissance de nos flux économiques, mais est-ce que l'évasion fiscale, ça a à voir? Le fait qu'on lutte si mal contre l'évasion fiscale, est-ce que c'est si lié que ça à notre désir de toujours croître économiquement? Non, pour moi, c'est lié uniquement au fait de désir de concentrer la richesse. C'est-à-dire que ceux qui ont la richesse veulent en avoir plus, donc le plus simple, c'est de ne pas payer d'impôts. Donc pour ne pas payer d'impôts, le monde actuel, il est très très simple. C'est très très facile de ne pas payer d'impôts pour une entreprise. Donc, on l'a vu, on n'arrête pas de le voir. Et donc quelque part, la question, si on revient au camp de remontée des richesses, la question de l'évasion fiscale, c'est la question de continuer à la remontée des richesses vers les chefs de camp. Et effectivement, à partir du moment où il y a possibilité d'évasion fiscale, on peut mettre un niveau d'impôt au niveau qu'on veut, il ne sera pas effectif. Donc il n'y a pas de risque, on peut laisser les politiques voter des 30% d'impôts, 35%, se battre là-dessus. Ça n'a aucune importance puisqu'on déplace les bénéfices où on veut dans le monde. Donc quelque part, et alors ça, tant qu'on n'aura pas un contrôle des flux de capitaux, on revient au contrôle. Tant qu'on n'aura pas un contrôle des flux de matière, des flux de capitaux, on ne pourra pas savoir où chaque entreprise produit ses bénéfices et où elle vend les matières. Parce que toutes les bananes, elles passent par des paradis fiscaux où il n'y a aucune banane qui ait jamais passé dans sa vie. Donc quelque part, les flux de matière, il faut pouvoir contrôler les flux de matière et contrôler les flux de capitaux. Donc quelque part, tout ça, c'est un contrôle total. Et question comme ça, comment ça marche le contrôle des capitaux? Il y a des gens, qui peut contrôler? Comment ça marche tout ça? J'ai aucune idée. Autant contrôle des matières, la douane, un petit peu, mais contrôle des capitaux, comment ça marche? Alors, le contrôle des capitaux, ça s'est passé dans l'histoire très très souvent, très très fréquemment. C'est que quelqu'un qui a des capitaux en France, qui a de l'argent dans ta banque, tu veux acheter une autre monnaie, tu vas détenir un compte à l'extérieur, tu détenir quelque chose ailleurs, ou acheter une entreprise dans un autre pays, tu es obligé de demander l'autorisation. Et à ce moment-là, la banque qui est contrôlée débloquera ton compte et achètera les choses. Alors on peut dire, c'est un truc complètement archaïque, qui marche nulle part, qui n'a jamais marché, sauf que la Chine, elle l'applique encore aujourd'hui. La Chine, tous ceux qui possèdent les entreprises chinoises, qui sont proches ou pas du pouvoir, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les entreprises à l'étranger, etc. Et il y a contrôle des capitaux. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas l'autorisation de Pékin, il n'y a aucune chance qu'ils puissent sortir les capitaux. Et puis l'échange, c'est pareil, il y a un contrôle d'échange et s'ils transforment des yuan en dollars, il y a contrôle des capitaux. Ça explique pourquoi le bitcoin a flambé, parce que les Chinois qui voulaient éviter le contrôle des capitaux achètent des bitcoins pour éviter ça. Et du coup, contrôle des capitaux, c'est fondamental pour un pays, pour contrôler ce qui se passe dans son pays. La Chine a bien compris. La Chine, elle le pratique aujourd'hui. C'est pas il y a 15 jours, c'est pas il y a 10 ans. Et un contrôle des capitaux, ça se heurterait à quel genre de problématique logistique? Parce que c'est facile, entre guillemets, de passer de contrôle à non-contrôle, mais de passer de non-contrôle à contrôle. On revient encore à le côté verrou. On se dit, tiens, si c'est trop brutal, tout d'un coup, paf, on se retrouve embêté sur plein de fronts, quoi. Non, mais on se retrouve sur le plan technique, il n'y a aucun problème. Sur le plan technique, il n'y a aucun problème. Il suffit de demander aux Chinois, ils le pratiquent très bien, il n'y a pas de problème. Donc la question, elle est qui ça embête? Qui ça embête, le contrôle? Ça embête les grandes entreprises internationales. Parce que justement, si on les contrôle, elles vont devoir payer les impôts, etc. Et du coup, quelque part, les grandes entreprises internationales, elles sont complètement contre toute forme de contrôle. Donc comme elles sont contre, on ne le pratique pas. Mais quelque part, techniquement, c'est très simple à faire. Et puis, moi, je pense que dans l'avenir, dans un avenir assez proche, c'est ce qui se passera de vrai ou de force. Parce que, quelque part, si on croit à l'effondrement, moi, je crois qu'il y a un effondrement important qui vient, la collectivité, elle ne pourra pas fonctionner sans un contrôle.
complet. Et il n'y a pas du contrôle à moitié. La transparence, c'est pas à moitié. On ne peut pas dire, vous déclarez pas 72% de trucs que vous cachez, puis vous en montrez 28. Soit on montre tout, soit on peut tricher tout le temps. Hein, nous, pour nos impôts, on peut pas tricher. Moi, je suis fonctionnaire, je paye machin, on triche pas. On a l'information qui circule, qui va direct aux impôts, il n'y a pas de possibilité de triche. Donc, tracer les flux financiers, c'est très facile. Hein. C'est très facile de le décider. Il suffit de centraliser cette pratique de flux et de l'exiger des banques, et que les banques qui fassent pas ça, et pas les agréments. Regarde par exemple en Suisse, quand les États-Unis ont dit aux banques suisses, vous nous donnez toutes les informations sur nos résidents américains, sinon vos banques suisses, elles n'ont pas l'autorisation de fonctionner aux États-Unis. 6 mois après, il y a une loi qui est passée en Suisse et ils ont tout donné aux États-Unis. Alors qu'ils n'auraient jamais rien donné à l'Europe ni ailleurs. C'est une question de rapport de force avec celui à qui on exige les comptes. Et le contrôle des capitaux, voilà, je me disais, mince, ça y est, j'ai oublié ma question. Le contrôle des capitaux, ça peut avoir comme impact négatif de dissuader des grandes entreprises ou des étrangers d'investir domestiquement, quoi. C'est aussi un verrou potentiel, quoi. Il faut l'assumer, quoi. Oui, tu as raison. Il faut l'assumer. Si on n'assume pas, on peut rien avoir. Effectivement. Il faut que l'intérêt soit supérieur au désagrément qu'on a de ce système actuel. Tant qu'on juge que le système actuel, il n'est pas trop désagréable, voilà. À partir du moment où on jugera qu'il est insupportable, à ce moment-là, c'est une nécessité de passer par là. Et comme on parle d'évasion fiscale et que je m'étais un petit peu renseigné là-dessus avant notre entretien, j'avais vu une idée. Alors, je te la soumets et tu vas peut-être me la déconstruire et me dire pourquoi c'est pas si intéressant que ça. Il y a des économistes proches de Thomas Piketty. Il y a quelqu'un qui s'appelle, je crois, Gabriel Zucman. Peut-être que j'écorche son nom. Qui dit, mais en fait, c'est très simple pour lutter contre, par exemple, le fait que les multinationales déplacent leurs bénéfices n'importe où, dans n'importe quel pays, voilà, avec les prix de transfert et tu refactures à la maison mère de la propriété intellectuelle, etc. On dit simplement, tiens, vos bénéfices mondiaux, c'est tant. Votre part de chiffre d'affaires dans tel pays, c'est tant. Du coup, on vous taxe à telle hauteur. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une mauvaise idée ? Est-ce que ça attaque pas les causes du problème ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors ça ressemble très fortement à ce qui a été proposé en Europe, le reporting public pays par pays. C'est-à-dire qu'on sache pour toutes les grandes entreprises, pays par pays, 4 chiffres. C'était du coup, il y avait le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, le bénéfice. Et en gros, ça suffit à faire des ratios pour dire que si la personne elle a 0 employé, qu'elle fait un chiffre d'affaires colossal et tout, c'est qu'elle fait de l'évasion fiscale dans tel pays. Et ça, les associations l'ont dénoncé. Les associations comme Oxfam, etc., ont fait des études sur les banques qui ont dû déclarer ces chiffres. Les banques ont dû déclarer ces chiffres. Et on a trouvé qu'il y avait des tas de filiales dans des paradis fiscaux. Elles les ont toutes trouvées avec ces 4 chiffres. Et quand on a demandé ça à faire, pas pour les banques, mais pour toutes les entreprises, moi je me suis battu, on a fait une pétition avec 100 000 participants, etc. On s'est battu pour appuyer le projet de loi. Et finalement, il y a une petite entourloupe. Les grandes entreprises ont tout fait pour échapper à ça. Parce qu'effectivement, avec ces 4 chiffres, je peux dire grosso modo quels sont les pays où on triche, quels sont les pays où on ne triche pas et comment on triche. Donc c'est sûr que c'est un moyen de détecter la fraude. Et le fait que ce soit un reporting public, c'était intéressant parce que quand c'est Bercy qui est au courant de ça, il négocie en secret, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Par contre, si c'est moi qui suis au courant et tous les citoyens, on peut dire, attendez, Bercy, qu'est-ce que vous faites là ? Il se passe un truc bizarre pour telle entreprise, etc. Donc c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour, sans avoir toute la transparence, avoir les indicateurs qui permettent de repérer les grosses fraudes. Et les politiques, ils ont pas
ils n'ont pas été au bout de ça parce que c'est quoi la raison? Ils n'ont pas dit les riches nous ont convaincus, ils ont dû dire autre chose, ils ont dû dire on va faire ça au niveau au-dessus, au niveau de l'Union européenne ou au niveau de l'OCDE. J'ai vu qu'il y avait des choses qui avaient progressé côté évasion fiscale au niveau de l'OCDE. Donc en fait, ce que je me dis avec l'évasion fiscale, c'est est-ce que le système, j'ai l'impression que le système peut quand même arriver à produire des solutions pour perdurer, tandis que vis-à-vis de la, comment dire, vis-à-vis de contrôle des capitaux, décroissance des flux, moindre spéculation, ça c'est foncièrement, orthogonal, enfin foncièrement contraire au système. Tandis que l'évasion fiscale, je suis persuadé que là il est en train de s'organiser pour quand même le gérer, quoi. Le système a quand même bien appris à gérer les protestations qui lui ont été faites, non? Enfin, je te pose la question, je ne sais pas ce que tu en penses. Ils gèrent dans le sens où ils étouffent les contestataires, c'est-à-dire ceux qui contestent, ils ont tendance à les faire taire. Ils ont tendance au niveau de l'Europe ou ailleurs à dire on fait d'énormes choses, ça marche, rassurez-vous, dormez braves gens, tout va bien. Et grosso modo, est-ce qu'ils arrivent à gérer ça même s'il y avait un durcissement des lois? Je pense qu'il y a très peu, il n'y a pas grand-chose qui marche. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui marche et je pense que les victimes sont les PME. Donc, comment une PME peut lutter contre une entreprise, grande entreprise qui a beaucoup plus de moyens qu'elle et qui finit par payer 1% d'impôts? Comment elle va pouvoir le concurrencer sur un marché ordinaire si elle paye 25% sur les bénéfices? C'est impossible. Donc, quelque part, les grandes victimes, c'est les PME, les très petites entreprises qui ont tendance à disparaître et ils vont être laminés en premier par la crise. Il y a une histoire d'injustice entre entreprises avec comme victimes encore là les plus faibles, c'est-à-dire les très petites entreprises, qui est terrible parce que c'est destructeur d'emplois de façon très très forte. En dehors du fait qu'il y ait une remontée, alors la montée, on l'a chiffré, c'est 100 milliards ou 200 milliards pour la France par an. Donc avec 100 milliards ou 200 milliards, on pourrait payer 1 million de personnes à faire ce qu'on veut. Si on voulait faire des chantiers comme les pharaons d'Égypte, on pourrait, avec l'argent qui est de l'évasion fiscale. Alors soit on ferme les yeux, pourquoi les politiques ont fermé les yeux? C'est simple, le gouvernement a fait pression pour que les députés soient absents lors des votes sur ces questions-là, ou en tout cas viennent voter pour que ça ne puisse pas, qu'il ne puisse pas y avoir la transparence en France sans que l'Europe ait agi avant. Et moi, j'avais entendu 60 milliards. Toi, tu es plutôt sur 100, 200 milliards? Oui, tout dépend. Personne n'en sait rien. Donc, quelque part, tout dépend jusqu'où on chiffre. Le chiffre de 200 milliards, il avait été mis par le syndicat des impôts. Donc, en tant que représentant des impôts, ils ont une bonne vision de ce qui se passe. En tant que syndicalistes, ils ont peut-être une vision exagérée de ce qui se passe. Mais personne ne peut certifier les chiffres de l'évasion fiscale et du coup, c'est très très dur. Sauf moi, ça fait 20 ans que je regarde et en fait, les chiffres, ils sont toujours à la hausse. Donc, on n'a peut-être pas atteint encore quand ça va être à la baisse, ça veut dire qu'on sera à peu près au niveau peut-être de l'évasion, quoi. Ok. Un ordre de grandeur. Et là, je pense qu'on avait fait le tour de toutes les questions que j'avais envie de te poser. Est-ce que tu as envie de reparler d'un sujet ou sinon, la dernière question que je pose à mes intervenants, c'est si les auditeurs de Atterrissage veulent en savoir plus, vers quoi tu as envie de les rediriger en termes de site internet ou de réseaux sociaux ou de chaîne YouTube, si tu en as une? Alors, avec l'équipe de l'INRIA à laquelle je participe, qui s'appelle STIP, et l'acronyme c'est Soutenabilité, Transition, Économie, Écologie, Politique. Tout un programme, c'est un peu vaste, on ne pourra pas tout faire. On a un cycle de conférences qui s'appelle Comprendre et Agir, et du coup le but c'est faire un peu de la pédagogie populaire et que du coup diffuser les informations et surtout échanger et débattre pour voir comment on pourra agir collectivement. Donc je vous conseille d'aller sur le site de STIP INRIA où il y a eu déjà une quinzaine de conférences disponibles.
Et puis un dernier message de lecture peut-être, de vous conseiller de lire Achever Clausewitz de René Girard, parce que pour moi c'est un message important, parce qu'il ne nie pas l'Apocalypse, il centre cette question sur l'Apocalypse, et là la montée aux extrêmes vient, la violence est là, et la question de fond, c'est comment remplacer la violence par l'amour. Voilà, ça c'est sa question clé, et c'est son message clé, et c'est un message positif, c'est le message qui a toujours été positif depuis des siècles, et qui à mon avis est la clé d'agir. Voilà. Et achever Clausewitz, Clausewitz c'était le général prussien. Oui. Il a écrit quoi comme livre très connu? Je me souviens plus. Un livre sur la guerre. Oui, Clausewitz, il avait écrit l'art de la guerre. Il avait écrit du coup son livre sur la guerre, et un livre qu'il n'avait pas pu finir, et que justement René Girard, c'est son dernier livre quasiment. Je crois que c'est le dernier livre qu'il a fait. Il a découvert par hasard ce livre, et il achève la réflexion de Clausewitz en disant, ben voilà, moi je le comprends à travers tout ce que j'ai compris sur le bouc émissaire, parce que René Girard, c'est l'auteur du bouc émissaire, c'est celui qui a un peu révélé à tout le monde que c'est le désir mimétique qui nous conduit à la violence collective, et que si ça s'arrête dans les sociétés, c'est uniquement parce que on désigne des boucs émissaires. Alors aujourd'hui, on en désigne partout, hein. Donc on désigne des boucs émissaires, ça calme la violence. Et du coup, ce qu'il dit, c'est, lui, le message du christianisme, c'est le message, le bouc émissaire et l'innocent. Alors que toutes les sociétés disent le bouc émissaire, et là on est dans une société qui va fabriquer des boucs émissaires en pagaille. Du coup, c'est très intéressant de comprendre ça, et c'est très intéressant de comprendre que, justement, quand il décrit l'Apocalypse, il décrit que c'est la période, et on est dans cette période de la montée de la violence, parce que l'effondrement, ce sera la période de la montée de la violence. Et du coup, il a un message qui est très positif. Voilà. Donc un peu d'espoir, parce que c'est pas rigolo de voir. Tout à fait. Je vais aller regarder ça, là, ça m'intéresse pas mal. Sinon, ceux qui m'écouteront, je leur conseille aussi de regarder tes deux derniers bouquins, puisque y en a un qui est disponible gratuitement sur Internet, Effondrement et Révolution de Denis Dupré, et le précédent, c'est Camp planétaire, celui dont on parlait dans notre première question, sur pourquoi la situation actuelle ressemble pas mal à un camp. Bon, merci beaucoup, Denis, pour cet entretien. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir. Merci, Damien, pour cette interview. Je trouve que à la fois c'est super de faire ça, que tu t'intéresses à ces questions-là, et que tes questions sont vraiment très pertinentes et m'ont obligé à réfléchir. Merci. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. C'était Atterrissage avec Denis Dupré. Si vous avez envie de creuser une référence mentionnée pendant l'épisode, vous trouverez tous les liens dans les commentaires. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce sur YouTube ou à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela lui permet d'avoir un maximum de visibilité, ce qui m'aide beaucoup. Enfin, pour ne pas manquer le prochain épisode, je vous invite à vous abonner à Atterrissage sur le réseau social de votre choix ou grâce à la newsletter que vous trouverez dans les commentaires. À bientôt!